Bonjour, bienvenue pour ce second extrait vidéo du cours Automates et langage. L'objectif dans cette vidéo va être de vous présenter des définitions formelles des concepts qu'on a introduits précédemment. Ceci va nous permettre de démontrer les premiers résultats sur les automates. C'est aussi une occasion de tisser des liens entre théorie des langages et algèbre. En effet, on va voir qu'il y a une connexion entre les notions de groupe et de corps en algèbre et la théorie des langages formels. Alors on va commencer par définir la notion de mot, donc l'entrée utilisée avec les automates. Donc je vous rappelle qu'on a introduit la notion d'alphabet, qui est un ensemble de symboles. Alors le plus souvent, cet ensemble est fini, même s'il n'y aurait pas de problème à définir des automates sur des langages infinis. Une fois muni d'un ensemble de symboles sigma, donc l'alphabet, on peut définir un mot sur sigma, donc un élément de l'ensemble sigma étoile, comme la concaténation de plusieurs symboles. Alors ça peut se faire en définissant une opération concaténation qui peut être notée avec un point. Donc si j'ai deux mots, W1 et W2, je vais écrire W1.W2 comme le mot qui représente la concaténation de W1 suivi de W2. C'est une opération de produit entre les mots qui va être associative, mais pas commutative. L'ordre des symboles dans une séquence est important. On va aussi utiliser un symbole particulier, la plupart du temps nommé epsilon, qui va représenter une séquence vide. On va parler du mot vide. Alors le mot vide, c'est un mot de taille 0, contient 0 symbole. Plus généralement, on peut définir la taille d'un mot comme le nombre de symboles qu'il contient. Donc on conçoit assez facilement que le mot vide, epsilon, c'est un élément neutre pour l'opération de concaténation. Cette structure, en mathématiques, on appelle ça un monoïde. Donc des monoïdes, vous en avez rencontré déjà dans votre vie. Alors le plus simple, c'est de partir d'un alphabet qui contient 0 et 1. Ça va vous donner les nombres en écriture binaire. On peut aussi penser au cas où l'alphabet contient un seul symbole. Ça va représenter les chaînes qui comptent de manière unaire. Imaginez quelqu'un qui compte en traçant des bâtons. De manière plus pragmatique, les chaînes de caractères sur les ordinateurs, elles sont codées. Vous avez dû entendre parler des codages comme ASCII ou TF8, mais il n'y a rien qui vous limite à utiliser des caractères. On pourrait imaginer par exemple des automates qui utilisent en entrée des notes de musique. Alors cette structure de monoïde, même si elle est très simple, elle est intéressante. On peut donner quelques exemples de propriétés. Alors on peut commencer par exemple à parler de la notion d'ordre lexicographique. On l'appelle aussi souvent l'ordre du dictionnaire. Alors sous forme mathématique, ce que cela veut dire, c'est que si on a un ordre sur les symboles dans l'alphabet, sigma, on va obtenir un ordre sur les éléments de sigma étoile, sur les chaînes, tel que le mot vide est le petit élément, et tel que pour comparer deux mots, on les lit de la gauche vers la droite, et on s'arrête au premier caractère différent. On peut aussi définir une notion d'ordre partiel, qu'on va appeler ordre préfixe, et on va dire qu'un mot U est un préfixe de W, si on peut trouver un troisième mot, V, qui concaténé à U va redonner W. Donc U est un préfixe de W, si U est le début du mot W. Maintenant qu'on a défini la notion de mot, alors qu'est-ce qu'un automate? Donc, de manière formelle, un automate, c'est un tuple constitué de 5 éléments. Alors un ensemble d'états, qu'on note ici grand Q, il n'a pas de structure particulière, mis à part qu'on peut distinguer deux états et tester l'égalité. On a bien sûr un alphabet, ça on vient d'en parler. Il nous faut maintenant distinguer des états particuliers dans l'ensemble Q. Donc un état initial, alors on peut parfois avoir un sous-ensemble de Q, un sous-ensemble d'états initiaux, un sous-ensemble d'états terminaux, dit aussi finaux, et finalement une fonction de transition qui prend un état de départ, un symbole dans l'alphabet, et qui vous donne l'état d'arrivée de la transition. Si on prend l'automate qui est décrit là dans le transparent, je vous ai donné la définition de chacun de ces éléments du tuple. Cette fonction de transition delta,
c'est une fonction à support fini. Il existe plusieurs moyens de la définir. La plus simple, c'est juste de lister toutes les transitions possibles. Une autre syntaxe concrète possible, c'est de définir cette relation de transition comme une matrice. Alors dans notre exemple, on utilise un symbole particulier $. Donc une transition depuis $, ça indique un état initial. Et une transition d'un état qui va vers $, ça va désigner les états finaux. Donc dans la matrice que je vous donne, on voit que l'état 0 est initial. Donc les lignes, c'est les états de départ, les colonnes, les états d'arrivée. On voit qu'il y a deux moyens possibles d'aller de l'état 0 à l'état 1, qui sont les transitions étiquetées A ou B. Et sur la diagonale, j'ai utilisé le symbole epsilon pour décrire le fait qu'on peut rester sur un état si on n'oublie pas de caractère. Alors cette représentation matricielle, elle est un peu anecdotique. Je vous la donne pour souligner le lien étroit qu'il y a entre algèbre et automate. Donc dans le cas de matrice, on pense à l'algèbre linéaire. Et en fait, il y a des liens intimes entre le produit de matrice et la concaténation. On pourrait même donner une signification à la notion de déterminant ou d'inverse de cette matrice. Mais ce n'est pas le but du cours. Alors dans la vidéo d'introduction, je vous ai donné un certain nombre de concepts, de définitions en utilisant les mains. Alors comment on peut redéfinir tous ces concepts avec les notations que je vous ai données à présent? Alors on a vu que le run dans un automate peut bloquer si l'automate n'est pas complet, c'est-à-dire s'il existe un état accessible pour lequel il n'y a aucune transition sortante ou un certain symbole de l'alphabet. Donc c'est quoi un automate complet? C'est un automate dont la fonction de transition est totale, c'est-à-dire qu'elle est définie sur tous les états de l'automate et sur tous les symboles de l'alphabet. Alors c'est pas compliqué de voir qu'on peut toujours partir d'un automate quelconque et le transformer en automate complet sans changer sa sémantique, sans changer l'ensemble des mots qu'il va accepter. Pour ça, il suffit de rajouter un nouvel état, ou sync state en anglais. Et à chaque fois qu'il nous manque une transition à partir d'un état de l'automate, il suffit de rajouter la transition sur ce symbole vers l'état QI. Alors cette construction, elle rajoute au plus un état à l'automate, et puis elle va rajouter au plus n fois p transition, où n c'est le nombre d'états, et p c'est le nombre de symboles dans l'alphabet sigma. Alors on dira dans ce cas-là que cette construction, elle est linéaire. Elle ne va pas faire exploser la taille de l'automate de manière significative. Alors une propriété de l'automate complet, c'est qu'il ne peut pas y avoir de run bloquant. Donc pour simplifier nos définitions dans la suite, on va toujours supposer que l'automate est complet. Alors une notion plus intéressante, c'est celle de langage d'un automate, donc l'ensemble des séquences acceptées par l'automate. Si on me donne un automate A, je vais écrire L de A, son langage. Pour définir le langage de manière formelle, il suffit d'observer qu'on peut étendre la notion de fonction de transition delta au mot. Donc ici on définit une fonction auxiliaire, delta chapeau. Alors que veut dire la définition là que je vous donne? Si vous partez de l'état Q et que vous lisez le mot vide, vous restez dans l'état Q. Si vous lisez un mot qui commence par A, dont un suffixe est la chaîne de caractères A, un état accessible depuis Q, en lisant AW, c'est l'état accessible par le mot W depuis l'état destination de la transition qui part de Q et qui est étiqueté par A. Alors si l'automate n'est pas déterministe, on peut avoir plusieurs états cibles quand on suit une transition étiquetée A depuis Q. Donc ça veut dire que la valeur de la fonction, ce n'est pas un état unique, mais ça peut être un ensemble d'états. Alors plus simplement, on va utiliser une notation avec une double flèche. Donc ici, on va dire que QW peut aller vers Q'W'. Si, en partant de l'état Q, et en lisant un préfixe de W, appelons-le U, on arrive à l'état Q'. Et W', c'est ce qui nous reste encore à consommer sur le mot en entrée. Donc, comme c'est souvent le cas en mathématiques, on passe beaucoup de temps à donner des définitions qui nous permettent de simplifier l'expression des résultats finaux. Donc avec nos notations, le langage de l'automate, A, c'est simplement l'ensemble des mots
W, okay, des séquences de sigma étoiles, qui permettent d'atteindre un état final en partant de l'état initial. Donc la première définition, elle me dit, c'est l'ensemble des mots W tels que, en partant de QI et en lisant W, j'arrive dans un état qui est dans F. La seconde définition, elle est tout à fait équivalente. Elle me dit que si je pars de QI et que je lis le mot W en entier, je le consomme, j'arrive à epsilon, il faut que l'état auquel j'arrive, Q', il soit dans F. Donc pour conclure ce chapitre dédié aux définitions formelles sur les automates, je vais vous parler des notions de déterministe et non déterministe. Et pour cela, j'ai besoin d'introduire encore de nouvelles définitions. Donc le cas le plus simple, c'est quand la fonction de transition delta est une vraie fonction. C'est-à-dire que quand je fixe un état et un symbole, Q et A, alors delta QA n'a qu'une seule valeur. Il n'y a qu'un seul état de destination possible. Donc quand delta est une fonction, c'est que l'automate est déterministe. Le cas général, c'est qu'on peut avoir une fonction de transition qui permet d'atteindre différents états avec le même symbole. Alors sur l'exemple qu'on voit ici, depuis l'état 4, les états atteignables en lisant le symbole A, c'est l'ensemble 2, 3. Ça, c'est un sous-ensemble de l'ensemble Q. Et donc dans notre cas, la fonction delta, c'est une fonction qui a comme résultat un ensemble des parties. Alors dans la suite, je vais utiliser la notation 2 puissance Q. En prépa ou à la fac, vous avez dû voir la notation power de Q, P de Q. Donc ça dénote l'ensemble des parties d'un ensemble. Alors un moyen mnémotechnique, c'est qu'il y a une relation entre les sous-parties de Q et les fonctions de Q vers les booléens. Alors avant de continuer avec une caractérisation des automates non déterministes, je vais introduire encore une nouvelle notion, qui est celle d'epsilon transition, qui est une extension du modèle d'automate qu'on a vu jusqu'à présent, et qui permet de sauter d'un état à un autre sans lire aucun symbole sur le mot d'entrée. On peut imaginer une transition epsilon comme un saut spontané. Alors dans l'exemple ici, l'exemple en haut à droite, donc on a des transitions epsilon. Donc on peut passer de l'état 2 à l'état 0 sans lire aucun caractère. Et on verra dans la suite qu'il est toujours possible de se débarrasser des transitions epsilon. Mais on va quand même se laisser la possibilité de les utiliser car ça va simplifier la présentation de certains de nos résultats dans la suite. Donc ce qu'on voit dans ce transparent en dessous, c'est un automate équivalent dans lequel on s'est débarrassé des transitions epsilon. Par exemple, on peut aller de l'état 3 à l'état 2 en lisant un A, ce qui correspond à la séquence de transition de 3 vers 2, de 2 vers 0, puis de 0 vers 2 en lisant un A dans l'automate initial. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut caractériser de manière syntaxique, c'est-à-dire en regardant uniquement la syntaxe, la structure de l'automate, quand est-ce qu'un automate est non déterministe. Donc il y a trois critères différents. Donc le premier, tout simplement, c'est qu'on peut avoir plusieurs états de destination. C'est quand delta n'est pas une fonction à valeur dans Q, mais à valeur dans power set de Q. Un autre critère, c'est la présence d'epsilon de transition. Donc ça, c'est un peu équivalent à avoir plusieurs transitions sur le même symbole depuis un état. Finalement, une dernière source de non-déterminisme, c'est d'avoir plusieurs états initiaux. Donc on peut choisir de manière non déterministe l'état à partir duquel on part. Donc si aucun de ces critères n'est vérifié sur votre automate, par construction, sera déterministe. Donc qu'est-ce qui se passe si votre automate n'est pas déterministe? Il faut accommoder un peu nos définitions. Donc notre fonction de transition sur les mots, elle va avoir comme valeur des ensembles plutôt que des états. Donc ici j'ai réécrit en rouge la différence par rapport à la définition initiale qu'on avait donnée. Et maintenant on dit qu'on peut passer de l'état Q à l'état Q' en lisant un mot U. Si Q' fait partie de l'ensemble des états accessibles depuis QU. Dans le chapitre suivant, je vais vous démontrer qu'on peut toujours transformer un automate non déterministe
pour obtenir un automate déterministe équivalent, c'est-à-dire qui a le même langage. Ça va être notre premier résultat important sur les automates. Mais avant de passer à ce nouveau chapitre, je vais vous montrer le résultat à 2 questions types sur les automates qui vont nous permettre d'utiliser en pratique les définitions très formelles que j'ai données jusqu'à maintenant. Alors, la première question type, c'est d'essayer de caractériser de manière précise quel est le langage d'un automate. Donc pour ça, on va prendre un exemple. Donc l'alphabet de cet automate, c'est simplement l'ensemble AB. Alors cet automate il est non déterministe, puisqu'il y a 2 états initiaux possibles. On peut commencer par l'état 0 ou par l'état 1. Cet automate il est complet. On peut toujours sortir d'un état en lisant A ou un B. Alors pour l'état 2, c'est moins évident, mais on voit qu'en suivant la transition epsilon, on peut toujours aller de 2 vers 1, puis lire un B. Alors là, je ne vais pas vous donner une preuve formelle de ce résultat, mais on peut observer que pour arriver dans l'état 2, qui est le seul état final, il faut nécessairement lire la lettre A. Donc ça serait un indice que l'ensemble des mots acceptés par cet automate, donc son langage, c'est l'ensemble des mots de AB étoile qui se terminent par la lettre A. Un autre moyen de définir cet ensemble, c'est de dire que c'est l'ensemble des mots W, tel que W s'écrit de la forme W', où W' est un mot de sigma étoile. On verra dans les chapitres suivants comment prouver ce résultat de manière formelle. Deuxième exemple, alors, quel est le langage de cet automate? Donc on a un automate dont le langage d'entrée, c'est les chaînes binaires, composées de 0 ou de 1. Cet automate, il est déterministe. On a un seul état initial, il est complet, il n'y a pas de epsilon transition non plus, et il n'y a pas de non-déterminisme sur la fonction de transition. Alors on peut chercher des exemples de chaînes qui sont acceptées. Donc la chaîne vide est acceptée, puisque l'état initial est aussi un état final. Pareil pour le mot 0, et en fait pour toutes les suites de 0. Les mots comme 1, 0, 1, 0, 1 ne sont pas acceptés. Par contre, le mot 1, 1 fait partie du langage. Donc ici, la description du langage accepté par cet automate, elle semble un peu plus compliquée. Alors le résultat, il est peut-être un peu étonnant, mais c'est qu'en fait, le langage accepté par cet automate, c'est exactement l'ensemble de l'écriture en binaire des mots qui sont divisibles par 3. Alors je n'ai pas le temps ici de vous démontrer pourquoi c'est vrai, mais cet exemple, il démontre bien que l'expressivité des automates, l'ensemble des langages qu'on peut définir à l'aide de cet outil aussi simple, l'expressivité, elle n'est pas triviale. En tout cas, on voit qu'on peut faire quelques opérations simples d'arithmétique en utilisant des automates. Deuxième exemple de question, c'est un problème de modélisation. Donc ici, on va se mettre à la place d'un ingénieur qui reçoit une spécification. Donc la description d'un ensemble de messages ou d'un protocole qui doit implémenter en utilisant une machine simple, un automate. Et donc on va voir comment on peut générer un automate à partir d'une spécification. Donc ici on voit l'utilisation des automates sous forme de diagrammes, de schémas, qui permettent d'échanger de l'information de manière non ambiguë pour décrire un problème. Alors il s'agit d'un protocole de communication dans lequel l'émetteur envoie des messages à un récepteur. Donc ces messages, on peut imaginer des trames qui possèdent un en-tête, et ces en-têtes décrivent le type du message. Donc on a des messages de début de communication, des trames de données, qui sont le contenu réel de ce qu'on échange, des signaux pour indiquer la fin des trames, et enfin des codes correcteurs, et des messages qui contiennent des sommes de contrôle, qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur pendant la transmission. Donc chaque échange de messages va commencer par un B, pour indiquer le début de communication, et doit finir par un E. Donc on cherche à générer un automate qui accepte des séquences qui commencent par B et finissent par E. La particularité de ce protocole,
c'est qu'il va permettre de mélanger deux types de communication, des conversations simplifiées dans lesquelles on se fait confiance, on ne va rien vérifier, donc on envoie juste des trames de données, et enfin des conversations dites complètes, dans lesquelles on va vouloir envoyer des codes correcteurs tous les deux messages pour s'assurer qu'il n'y a eu aucune perte. Donc si on comprend bien l'intention de la personne qui a écrit ce protocole, les conversations simplifiées, ça va être des séquences de la forme B, suivies d'une séquence de T qui se répète, puis d'un E. Et donc c'est assez simple d'écrire un automate à état fini qui accepte ce langage. On voit ici un exemple avec juste 3 états. Il y a aussi le cas des conversations dites complètes. Donc je rappelle, dans une conversation complète, toutes les deux trames de messages envoyés, on s'attend à recevoir un code correcteur. En plus, après la fin du message, signalé par une trame de fin, E, on veut voir une somme de contrôle. Dans la pratique, c'est la somme des codes correcteurs qu'on a dû recevoir entre le début et la fin. Encore une fois, on peut dessiner un automate assez simple qui implémente ce langage. Notre protocole, c'est la juxtaposition de ces deux types de conversations. Et ça, on peut le modéliser simplement en juxtaposant les deux automates. Donc on soude l'état initial à 0, et puis de manière non déterministe, on peut avoir une conversation simplifiée en haut vers l'état 1, ou une conversation complète vers l'état 3. Un problème de cette solution, c'est que l'automate est non déterministe. Donc on est censé deviner à l'avance quel type de conversation on va avoir. Ah oui, j'oubliais. Les gens ont le chic de changer les spécifications en cours de route. Vous venez de recevoir une nouvelle exigence. On doit pouvoir passer d'une conversation simple à une conversation complexe en cours d'exécution. En pratique, ça veut dire qu'on peut voir apparaître un code correcteur, un C, après n'importe quelle séquence de T. C'est pas très compliqué. Pour ce faire, il suffit de rajouter une transition depuis l'état 1 vers l'état 3. Cette transition nous dit que, à tout moment, depuis l'état 1, on peut choisir de passer à une conversation complexe. C'est encore une source de non-déterminisme, puisque maintenant, depuis l'état 1, il y a deux manières possibles de faire une transition étiquetée par T. Donc au final, on obtient un automate non déterministe, qui est suffisant pour représenter la spécification. Il permet de représenter de manière synthétique l'ensemble des spécifications en langage naturel qui nous a été donné. Cet automate, il n'est peut-être pas satisfaisant si on voulait implémenter un petit bout de programme, un observateur qui va vérifier que les messages échangés entre l'émetteur et le récepteur suivent le protocole, parce qu'il est non déterministe. Et donc on va voir dans le chapitre suivant comment il est possible de déterminiser un automate.